mon père a déclaré au tribunal, disant, enfin, ta boutique et ta voiture appartiennent à ton jeune frère. Ma mère a ri et applaudi. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que la juge lève les yeux et dise. Au tribunal, mon père s'est levé en tant que témoin, a regardé la juge droit dans les yeux et a dit avec une certitude absolue, le studio de yoga et le camion valent quelque chose maintenant. Enfin, ils appartiennent à Damien, le garçon qui a vraiment ce qu'il faut pour diriger, qui a une famille, qui a un véritable avenir. Ma mère, assise à côté de lui, a souri légèrement et a applaudi quelques fois doucement, comme si l'affaire était déjà réglée. J'étais assise seule à la table de la défense, les mains serrées sous le bois, regardant tous les yeux dans la salle se tourner vers moi. Ils pensaient tous que j'avais l'air vaincu. La fille silencieuse, celle qui s'efface toujours. Personne n'a remarqué le visage de la juge changer. La juge Dubois a cessé de feuilleter le dossier. Ses doigts se sont immobilisés sur une page. Puis elle a lentement levé la tête et m'a regardé droit dans les yeux. Mademoiselle Dupont, a-t-elle dit, sa voix calme mais assez tranchante pour fendre les murmures. Niez-vous tout ce qui vient d'être dit, ou y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas encore dit à la cour? La salle est devenue silencieuse. L'expression confiante de mon père a vacillé pour la première fois. Les mains de ma mère se sont figées en plein applaudissement, et à cette seconde, j'ai su que l'histoire qu'ils étaient tous venus entendre était sur le point de s'effondrer. Si vous avez déjà été dévalorisé par les personnes qui sont censées vous connaître le mieux, restez jusqu'à la fin pour voir comment le silence peut devenir l'arme la plus puissante dans une pièce. Pour comprendre pourquoi j'étais assise là, seule, aujourd'hui, je dois remonter au tout début de ma famille. Aussi loin que je me souvienne, ma famille avait déjà décidé qui était Damien et qui je ne serais jamais. Mon jeune frère entrait dans chaque pièce comme si elle lui appartenait, bruyant, prompt à rire, toujours prêt à donner son avis. Mes parents y voyaient une promesse. Damien va faire de grandes choses, disait mon père, une main sur son épaule comme si l'avenir était déjà signé à son nom. Damien y croyait aussi. Il n'a jamais douté qu'il méritait la meilleure place à table, le jouet le plus récent, les applaudissements les plus forts. J'étais l'autre. Celle qui nettoyait après tout le monde, qui finissait ses devoirs sans qu'on le lui demande, qui restait silencieuse quand les voix s'élevaient. Il me qualifiait de responsable. Ce mot me suivait comme une ombre. Responsable signifiait utile, mais jamais spécial. Responsable signifiait que je n'avais pas besoin d'éloges parce que je devais déjà connaître ma place. Les anniversaires le montraient le plus clairement. Quand Damien a eu 8 ans, mes parents ont organisé une fête dans le jardin avec un château gonflable, un camion à pizza et un gâteau géant en forme de ballon de football. Il a déchiré des cadeaux jusqu'à ce que le papier d'emballage recouvre l'herbe, un nouveau vélo avec des vitesses, une console de jeux vidéo, des patins. Je me tenais au bord de la foule, tenant une assiette en carton, souriant parce que c'est ce qu'on fait. Mon cadeau de leur part était une carte avec 20 € à l'intérieur et les mots « Continue ton bon travail ». Damien a regardé par-dessus, a souri et a dit « Merci d'être venu, Amélie ». Tout le monde a ri comme si c'était drôle. Je me suis forcé à sourire et je suis rentré pour aider ma mère à nettoyer la cuisine avant la fin de la fête. Une autre année, les vacances d'été. Nous sommes allés en voiture à la maison du lac pour une semaine. Damien était assis sur le siège passager avant pendant tout le trajet, choisissant chaque chanson, décidant quand nous nous arrêtions pour des collations. J'étais assise à l'arrière avec la glacière et les sacs, les genoux pressés contre le siège avant. Quand nous sommes arrivés, il a choisi la chambre avec la meilleure vue. J'ai pris le canapé lit dans le salon. Personne n'a demandé. Personne n'en avait besoin. C'était simplement comme ça que les choses fonctionnaient. Le moment qui a brisé quelque chose en moi s'est produit quand j'avais 11 ans. Notre famille avait un vase en verre sur la table de l'entrée, quelque chose que ma mère aimait, bleu et fragile. Un après-midi, Damien courait dans la maison avec un ballon de football. Il l'a frappé fort. Le ballon a heurté la table. Le vase est tombé et s'est brisé en 1000 morceaux sur le carrelage. J'étais dans la pièce à côté, en train de lire. Mes parents se sont précipités. Damien a commencé à pleurer avant que quiconque ne parle. Il a glissé. Je ne l'ai pas fait exprès. Mon père a regardé les morceaux, puis moi, debout dans l'embrasure de la porte. « Amélie, pourquoi ne l'as-tu pas arrêté ?» a-t-il demandé. J'ai ouvert la bouche pour expliquer que je n'étais même pas là, mais ma mère m'a interrompu.
Elle est toujours dans les parages quand les choses tournent mal. Damien continuait de sangloter. Mon père s'est tourné vers lui, s'est adouci. Ce n'est pas grave, mon fils. Les accidents, ça arrive. Puis il m'a regardé de nouveau. Tu es plus âgé. Tu aurais dû surveiller. Tu es puni pour le week-end. Pas de livres, pas de télévision. J'ai essayé de parler, mais la voix de mon père est devenue plus sèche. Assez. Tu as toujours une excuse. C'est toi qui causes des problèmes. Damien a jeté un coup d'œil de derrière ma mère, les larmes séchant déjà, un petit sourire en coin sur le visage quand personne ne regardait. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon lit dans le noir, les morceaux de la journée se rejoignant. J'ai pleuré silencieusement dans mon oreiller pour que personne n'entende. Pour la première fois, j'ai compris quelque chose de froid et de clair. Dire la vérité n'avait pas d'importance. Avoir raison n'avait pas d'importance. S'exprimer ne faisait que rendre la pièce plus froide, les voix plus fortes, la punition plus longue. À partir de ce moment-là, le silence est devenu mon choix le plus sûr. Si je restais silencieuse, il ne pouvait pas déformer mes mots. Si je restais silencieuse, je pouvais survivre. Les années ont passé ainsi. Le lycée a apporté plus de la même chose. Damien jouait dans l'équipe de football du lycée, était invité à toutes les fêtes et sortait avec les filles populaires. Mes parents assistaient à chaque match, applaudissant jusqu'à s'en casser la voix. J'étais au tableau d'honneur chaque semestre et j'ai rejoint l'équipe de débat parce que cela me permettait de parler sans que personne ne m'interrompe, mais ils ne sont jamais venus à un seul débat. Nous sommes occupés avec l'emploi du temps de Damien, disait ma mère. Tu comprends, n'est-ce pas? Je hochais la tête. Je hochais toujours la tête. J'ai commencé à travailler à temps partiel à 16 ans, à approvisionner les étagères de la librairie du quartier après l'école. L'argent allait sur un compte d'épargne que mes parents ne connaissaient pas. J'achetais mes propres vêtements, payais mon propre forfait téléphonique et remplissais le réservoir d'essence sans demander. L'indépendance n'était pas de la rébellion. C'était de la protection. Si je comptais sur eux, je leur devais quelque chose. Si je leur devais quelque chose, ils pouvaient prendre. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, Damien parlait déjà de bourses universitaires et de grands projets. J'ai été admise dans une université publique avec une bourse partielle et j'ai travaillé à 2 emplois pour couvrir le reste. Mes parents lui ont organisé une grande fête de départ. La mienne a été un dîner tranquille à la maison. Tu t'en sortiras, a dit mon père en me tapotant l'épaule. Tu es responsable. Je suis parti à l'université sans fanfare. Et pour la première fois depuis des années, la maison semblait plus calme sans moi. Pas parce que je leur manquais. Parce que la personne qui nettoyait toujours, qui s'effaçait toujours, était enfin partie. Ce silence que j'ai appris dans mon enfance est resté avec moi. Il m'a suivi dans les dortoirs, les quarts de nuit et les petits matins. Il est devenu une partie de qui j'étais. Pas de la faiblesse, de la survie. Mais la survie a un coût. Et des années plus tard, lorsque grand-père Henri m'a légué le studio de yoga et le camion, ce coût a finalement dû être payé. Grand-père Henri est décédé tranquillement un mardi matin à la fin de l'automne. Il était malade depuis des mois, mais il ne s'est jamais plaint. La dernière fois que je l'ai vu vivant, il m'a tendu une vieille enveloppe contenant un testament manuscrit, papier jauni, sa signature tremblante en bas. « C'est à toi, Amélie », a-t-il dit, en pressant l'enveloppe dans ma main avec un jeu de clés et l'acte de propriété original. Tu as toujours été celle qui se présentait. Damien ne l'a jamais fait. Il avait possédé un petit studio de yoga en périphérie de la ville pendant plus de 30 ans. C'était un simple bâtiment en briques avec des fenêtres fissurées, des planchers en bois usés et une seule grande pièce bordée de miroirs. Attenant à celui-ci se trouvait un vieux camion de livraison qu'il utilisait pour transporter des tapis, des blocs, des sangles et du matériel de sonorisation pour les cours en plein air dans le parc. L'endroit n'avait pas rapporté beaucoup de bénéfices au cours de la dernière décennie. L'équipement était obsolète, le système de chauffage peu fiable et le parking avaient besoin d'être refait. Ma famille l'a immédiatement dédaigné. Ce vieil endroit, a dit mon père au dîner le lendemain soir. Il vaut à peine le terrain sur lequel il se trouve. Vends-le vite et partage l'argent. Ma mère a hoché la tête. Damien a haussé les épaules et a changé de sujet. Je n'ai pas discuté.
J'ai simplement pris les clés et je suis allé au studio le week-end suivant. La porte a grincé quand je l'ai déverrouillée. La poussière flottait dans la lumière du soleil. Les miroirs étaient striés. Les murs avaient besoin de peinture. Et le camion sur le parking arrière avait un pneu crevé. Mais l'espace semblait solide. Il semblait être quelque chose qui pouvait être réparé, quelque chose qui pouvait m'appartenir. J'ai commencé petit. D'abord, j'ai nettoyé. J'ai frotté les planchers jusqu'à ce que le bois brille de nouveau. J'ai lavé les miroirs avec du vinaigre et du papier journal jusqu'à ce qu'ils reflètent clairement. J'ai rebouché les fissures dans les murs avec de l'enduit et j'ai peint tout l'intérieur d'un verre sauge doux. Le camion a pris plus de temps. J'ai remplacé le pneu, changé l'huile et fait vérifier les freins. Chaque dépense provenait de mon compte d'épargne, celui que j'avais constitué tranquillement depuis le lycée. Je n'ai pas demandé d'aide à mes parents. Je ne leur ai pas dit combien de nuits j'avais travaillé tard au bureau, puis conduit directement au studio pour poncer les plaintes jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules. Apprendre à donner des cours a été plus difficile. J'avais pris des cours de yoga sporadiquement à l'université, mais enseigner était différent. Je me suis inscrite à un cours de certification en ligne et j'ai pratiqué des enchaînements dans la salle vide jusqu'à ce que ma voix cesse de trembler. Mon premier cours comptait 3 élèves, une infirmière à la retraite, une jeune enseignante et un étudiant qui était entré par hasard. J'ai enseigné gratuitement ce jour-là. Ils sont revenus la semaine suivante. La nouvelle s'est répandue lentement par le biais des groupes Facebook locaux et du panneau d'affichage de la bibliothèque municipale. Le camion est devenu ma bouée de sauvetage. Je l'ai chargé de tapis roulés, de traversins et d'une enceinte portable. Le week-end, je me rendais au parc de l'autre côté de la ville pour des séances au lever du soleil. Les gens aimaient l'air frais, l'espace ouvert, la façon dont je gardais les cours doux et encourageants. Personne n'était jugé pour avoir modifié des postures ou être arrivé en retard. Je n'ai jamais élevé la voix. J'écoutais, et ils continuaient de venir. Les nuits étaient longues. Je travaillais à temps plein au bureau de 9h à 17h, puis je me dirigeais vers le studio. J'enseignais 2 cours du soir, je nettoyais ensuite et je restais souvent jusqu'à minuit pour mettre à jour les horaires ou répondre aux courriels de nouveaux clients. Les week-ends signifiaient plus de cours, plus de conduite, plus de chargement et de déchargement. Mes mains étaient rugueuses à force de transporter du matériel. Mon dos me faisait mal à force de porter des piles de tapis. Mais chaque fois qu'un élève me remerciait après le cours, en disant qu'il se sentait plus calme qu'il ne l'avait été depuis des mois, l'épuisement en valait la peine. Je n'ai jamais mentionné les difficultés à ma famille. Quand ma mère appelait pour demander comment ça allait, je disais « bien ». Quand Damien m'envoyait un message pour me demander si j'avais besoin d'aide, je répondais « je m'en occupe ». Je ne voulais pas de leurs opinions. Je ne voulais pas de leur pitié. C'était à moi. Les mois se sont transformés en une année. Le studio a lentement changé. De nouveaux tapis ont remplacé les anciens, épais, adhérents, de couleur douce. J'ai installé un meilleur éclairage et un petit système de sonorisation. J'ai ajouté des étagères pour les accessoires et un coin avec du thé et des couvertures pour la relaxation après les cours. Le camion a reçu une nouvelle couche de peinture et de nouveaux pneus. Les cours se sont développés. Ce qui avait commencé avec 3 personnes est devenu 8, puis 12, puis 20. J'ai légèrement augmenté les prix mais je les ai maintenus abordables. Les gens revenaient parce qu'ils se sentaient vus. Un samedi matin, après une séance en plein air bondé dans le parc, un groupe d'habitués est resté pour discuter. Cet endroit ressemble à une maison, a dit une femme. Tu fais en sorte qu'il soit facile de revenir. J'ai souri et les ai remerciés. À l'intérieur, quelque chose a changé. Pour la première fois, je ne survivais pas seulement. Je construisais. Le studio n'était pas parfait. Le toit fuyait encore lors des fortes pluies. Le système de chauffage cliquetait en hiver. Mais il était à moi. J'en avais mérité chaque centimètre carré. Et au fil des mois, la valeur a augmenté, non seulement en euros, mais aussi dans la confiance tranquille qui vient de savoir que l'on a accompli quelque chose de réel. Le studio a commencé à prospérer d'une manière que je n'avais pas osé espérer. Les cours qui attiraient autrefois une poignée de personnes remplissaient maintenant la salle. Les séances du soir étaient complètes une semaine à l'avance. Les ateliers du week-end dans le parc attiraient des foules, 20, 30, parfois plus.
J'ai dû acheter des tapis et des blocs supplémentaires juste pour suivre. Le camion était sur la route presque tous les jours, transportant du matériel vers différents endroits. Les revenus ont doublé en 6 mois. J'ai embauché une assistante à temps partiel pour s'occuper des inscriptions et du nettoyage afin que je puisse me concentrer sur l'enseignement. Pour la première fois, les chiffres sur mon tableur montraient de l'encre noire au lieu de rouge. Les gens parlaient du studio. Ils aimaient l'atmosphère, calme, accueillante, sans pression d'être parfait. Je n'ai jamais poussé personne à faire des postures avancées. J'ajustais les enchaînements en cas de blessure et proposais des modifications sans commentaire. Les élèves ont commencé à amener des amis. Un blog de bien-être local m'a consacré un petit article. Un trésor caché en ville, disait-il. Les réservations continuaient d'affluer. Puis les appels téléphoniques ont commencé. Ma mère a appelé un soir alors que je fermais. Le studio est bien occupé, hein, a-t-elle dit, son ton léger mais curieux. J'ai entendu ça de Madame Lefebvre à l'épicerie. Elle a dit qu'elle était allée à l'un de tes cours. Elle a dit que c'était bondé. J'ai marqué une pause, la clé dans la serrure. Oui, ça se passe bien. Elle a aussi marqué une pause. C'est bien. Vraiment bien. La conversation s'est terminée rapidement, mais quelque chose semblait différent. Elle n'avait jamais posé de questions sur le studio auparavant. Quelques jours plus tard, Damien est arrivé à l'improviste. Il est entré pendant un cours tranquille de l'après-midi, en jean et sweat à capuche, les mains dans les poches. « Salut, Amélie », a-t-il dit après le départ des élèves. L'endroit a l'air différent. Bon travail. Il a regardé autour de lui, hochant la tête comme s'il évaluait un bien immobilier. J'ai réfléchi. Tu t'en sors très bien, mais c'est beaucoup pour une seule personne. Laisse-moi t'aider à le gérer. Je pourrais m'occuper du côté commercial, la planification, le marketing. On pourrait le développer. J'ai essuyé un tapis et gardé une voix égale. J'ai la situation sous contrôle. Il a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Allez, on est de la même famille. Pourquoi ne pas partager la charge? J'ai secoué la tête. J'ai construit ça toute seule. Je n'ai pas besoin d'aide. Il est parti sans insister, mais la visite est restée dans mon esprit. La semaine suivante, il m'a envoyé un message, j'ai parlé à papa et maman. Ils pensent que c'est injuste que tu aies tout. Peut-être qu'on partage les bénéfices 50-50. La famille devrait en profiter ensemble. J'ai fixé le message pendant un long moment avant de répondre, non. C'est à moi. Il n'a pas répondu tout de suite. Quand il l'a fait, son ton a changé. Tu travailles trop dur. Tu as l'air épuisé. Faire ça toute seule va t'épuiser. Tu n'es pas assez forte pour ça sur le long terme. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone et je suis retourné préparer le cours suivant. Mais les mots sont restés avec moi comme une écharde sous la peau. Il a appelé quelques jours plus tard. Écoute, Amélie, tout le monde dans la famille pense que je devrais être celui qui le dirige. Je suis meilleur pour la vue d'ensemble. Tu es bonne pour les détails, mais ça devient trop grand pour toi. Tu as dit une fois que si ça prenait de la valeur, on trouverait une solution. Tu te souviens? Je ne me souvenais d'aucune conversation de ce genre. Je n'ai jamais dit ça. Il a soupiré. Tu étais fatigué. Tu ne t'en souviens probablement pas. Mais on peut arranger ça. Signe juste un simple accord, une propriété partagée. C'est juste. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Je me suis assise sur le sol du studio, fixant les tapis que j'avais achetés avec mon propre argent. La pièce semblait plus petite. Puis l'enveloppe est arrivée. Épaisse, de format légal, sans adresse de retour. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine de mon appartement. Des documents du tribunal. Damien Dupont contre Amélie Dupont. Requête en transfert de propriété du studio de yoga et du véhicule. Le dossier affirmait que j'avais accepté verbalement de partager la propriété, puis que je m'étais rétracté en raison d'une instabilité émotionnelle causée par le surmenage et le stress. Des déclarations sous serment de mon père et de ma mère étaient jointes, attestant qu'ils avaient été témoins de conversations où j'exprimais des doutes sur ma capacité à gérer seul. Ils avaient signé sans hésitation.
La trahison m'a frappé comme un coup physique. J'ai lu les pages 2 fois, puis je les ai posées. Ma poitrine s'est serrée, mes yeux me brûlaient. Mais je n'ai pas pleuré. J'avais appris il y a longtemps que les larmes ne changeaient rien. J'ai appelé Maître Lambert, l'avocat que j'avais trouvé par l'intermédiaire d'un collègue de travail. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a dit, c'est faible. Pas d'accord écrit. Pas de contribution financière de sa part. Nous allons nous battre. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. La date du procès a été fixée à 6 semaines plus tard. J'ai continué à enseigner. J'ai continué à conduire le camion. J'ai continué à sourire aux élèves. Mais chaque nuit, seul dans le studio après la fermeture, je sentais le poids de ce qui allait arriver. Pas de la peur, pas de la colère, quelque chose de plus froid. De la détermination. Ils pensaient pouvoir prendre ce que j'avais construit. Ils avaient tort. Le palais de justice semblait plus froid que ce à quoi je m'attendais ce matin-là. Je suis entré seul, ne portant qu'un dossier avec mes notes. Damien était déjà là, assis entre mes parents, habillé avec élégance, l'air détendu. Mon père a salué de la tête quelques personnes qu'il connaissait dans la galerie. Ma mère a ajusté son écharpe et a évité mon regard. Maître Lambert m'a accueilli tranquillement à la table de la défense. « Nous sommes prêts » a-t-il dit. J'ai hoché la tête et j'ai pris place. L'audience a commencé avec l'avocat de Damien qui s'est levé le premier. Il a parlé avec aisance, brossant un tableau de moi comme quelqu'un de dépassé par les responsabilités. Mademoiselle Dupont a montré des signes de tension émotionnelle au cours des dernières années, a-t-il dit, énumérant de longues heures de travail, l'isolement de sa famille et des moments où j'avais admis ma fatigue. Il a présenté cela comme de l'inquiétude. Mon client, son frère, ne veut que s'assurer que l'entreprise est gérée correctement, pour son bien autant que pour celui de quiconque. Il a appelé Damien à la barre. Damien a parlé avec confiance, la voix stable. Amélie a toujours été la plus sensible, a-t-il dit. Elle stresse facilement. Je l'ai vue douter d'elle-même. Elle m'a même dit une fois qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tout gérer seule. J'ai proposé de partager la charge, mais elle s'est rétractée. Je suis ici parce que je me soucie d'elle. Elle a besoin d'aide, qu'elle l'admette ou non. Je l'ai regardée. Son visage montrait une inquiétude étudiée. La juge écoutait sans expression. Puis mon père a été appelé comme témoin. Il s'est approché de la barre avec détermination, a redressé sa cravate et a regardé la juge. Amélie est une travailleuse acharnée, a-t-il commencé, la voix ferme. Personne n'en doute. Mais elle ne sait que trimer, pas voir la situation dans son ensemble. Damien est celui qui a la vision. Il a une famille maintenant. De la stabilité, des projets. Le studio et le camion devraient aller à quelqu'un qui peut le faire croître correctement. Il a fait une pause, me jetant un bref regard. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Ma mère a suivi. Elle a parlé doucement mais clairement. Nous nous sommes toujours inquiétés qu'elle se surmène. Elle nous exclut. Damien veut juste protéger ce que grand-père a construit. Elle a fait un signe de tête vers Damien, sa main posée sur la balustrade. La galerie a murmuré. Quelques têtes se sont tournées vers moi. J'ai senti le poids de leurs suppositions. La fille silencieuse, celle qui ne pouvait pas gérer la pression. Mes mains reposaient sur la table, stables. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas détourné le regard. Je les ai laissés parler. L'avocat de Damien a continué, citant des courriels et des messages où j'avais mentionné être fatigué après de longues journées. Il les a présentés comme des preuves d'instabilité. Il ne s'agit pas de cupidité, a-t-il conclu. Il s'agit d'une famille qui veille sur l'un des siens. Maître Lambert a pris des notes mais n'a pas interrompu. Il a attendu. J'ai attendu. La salle penchait en leur faveur. Mon père s'est rassis, satisfait. Damien a souri faiblement à nos parents. Il croyait que l'issue était claire. La juge a feuilleté les documents, son expression illisible. Elle a posé quelques questions de clarification, les dates des conversations présumées, les détails des contributions. Les réponses de Damien étaient rapides. Celles de mon père étaient directes. Celles de ma mère étaient encourageantes. Je suis restée silencieuse,
non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que je voulais qu'ils finissent en premier. Chaque mot qu'ils prononçaient ajoutait des couches à l'histoire qu'ils avaient construite sur moi, et chaque couche rendait leur fondation plus fragile. La matinée s'est étirée. L'avocat a conclu sa plaidoirie par un appel final à une résolution équitable. La juge a hoché la tête une fois. Nous entendrons la défense après la suspension. Le marteau du président a frappé légèrement. Pendant la pause, je suis sorti prendre l'air. Maître Lambert m'a rejointe. Ils ont dit beaucoup de choses, a-t-il noté. C'est bon pour nous. J'ai hoché la tête. Le soleil était chaud sur mon visage. J'ai respiré calmement. Quand nous sommes revenus, la salle s'est de nouveau calmée. Mes parents chuchotaient à Damien. Il avait l'air confiant. Mon père a croisé les bras, certain. La juge a appelé le tribunal à l'ordre. Maître Lambert s'est levé. Mais avant qu'il ne parle, la juge Dubois m'a regardé directement. La salle s'est tue complètement. Je savais que la suite allait tout changer. Maître Lambert s'est levé lentement. Le silence s'était fait dans la salle d'audience après la suspension, l'air lourd d'attente. Il s'est approché du banc, portant un mince classeur. Rien de spectaculaire, juste de la précision. Votre honneur, a-t-il commencé, la voix calme et égale, avec la permission de la Cour, la défense aimerait présenter des preuves qui traitent directement de l'accord verbal présumé. La juge a hoché la tête. Poursuivez. Maître Lambert a ouvert le classeur. Premièrement, nous avons une série de messages textes et de courriels échangés entre le demandeur, Monsieur Damien Dupont, et ma cliente, Mademoiselle Amélie Dupont. Il a remis des copies au greffier, qui les a distribuées au banc et à l'autre partie. Ces messages ont été envoyés après que le studio a commencé à montrer une croissance significative, après que les cours se sont remplis, après que les revenus ont augmenté, après que la valeur est devenue apparente. Il en a lu un à voix haute. La date était 6 mois après que j'avais commencé à faire des bénéfices. Maintenant que le studio vaut vraiment quelque chose, tu dois le partager avec moi. C'est seulement juste. La famille ne garde pas tout pour elle. Un autre, quelques semaines plus tard, maman et papa sont d'accord que tout ça ne devrait pas être à toi. Signe les papiers avant que ça ne devienne compliqué. Damien a bougé sur son siège. Son avocat s'est penché et lui a chuchoté quelque chose. Le visage de Damien s'est crispé. C'était juste des conversations, a-t-il dit rapidement. J'essayais de la raisonner. Maître Lambert ne l'a pas regardé. Raisonner, a-t-il répété. Regardons le calendrier. Ces messages commencent précisément au moment où l'entreprise a montré des bénéfices, pas avant, pas pendant l'accord verbal présumé. Il s'est tourné vers la juge. Il n'y a aucune trace de discussion antérieure sur le partage de la propriété. La pièce semblait plus petite. Les bras de mon père se sont légèrement décroisés. Les mains de ma mère se sont serrées plus fort sur ses genoux. Maître Lambert a continué. Ensuite, nous avons les registres financiers. Il a placé un autre jeu de documents sur la table. Ce sont des factures pour de nouveaux tapis, blocs, traversins et équipements de sonorisation achetés pour le studio. Il a montré les dates, toutes datées de plusieurs mois après la supposée promesse verbale de partage. S'il y avait eu un accord, il y aurait eu des contributions partagées. Il n'y en a aucune. Chaque reçu indique Mademoiselle Dupont comme seule payeuse. L'avocat de Damien a objecté. Votre honneur, ceci n'est pas pertinent pour l'accord verbal. La juge a levé une main. Je l'autorise. Poursuivez. La table du demandeur a commencé à s'agiter. Damien a regardé son avocat, les yeux écarquillés. Mon père s'est penché en avant, la mâchoire serrée. Enfin, a-t-il dit, nous avons un appel téléphonique enregistré. Il a placé un petit appareil sur la table. Ceci est un fichier audio d'une conversation entre le demandeur et ma cliente, enregistré légalement par Mademoiselle Dupont pour sa propre protection. La juge a haussé un sourcil. Poursuivez. Maître Lambert a appuyé sur lecture. La voix de Damien a rempli la pièce, claire et impatiente. Signe simplement les papiers de transfert, Amélie. Tu ne vas pas gérer ça éternellement. Tu es trop fragile pour ça. Signe maintenant avant que je ne doive te poursuivre en justice et rendre les choses laides.
Tu ne peux pas gérer ça seul. L'enregistrement s'est terminé. Le silence a englouti la salle d'audience. Ma mère a détourné son visage du banc, fixant le sol. Mon père a baissé la tête, les mains agrippées à la balustrade. La bouche de Damien s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Aucun son n'est sorti. La juge a regardé Damien. Monsieur Dupont, reconnaissez-vous cette voix? Il a dégluti. Oui, votre honneur. Niez-vous avoir fait cette déclaration? Il a hésité. J'étais frustré. Frustré, a répété la juge, son ton s'aiguisant. Vous prétendez vous soucier du bien-être de votre sœur, pourtant cet enregistrement suggère de la coercition. Vous faites référence à un procès comme moyen de pression. Vous la qualifiez de fragile tout en exigeant qu'elle cède une propriété qu'elle possède en titre. Damien a essayé de parler. Je ne voulais pas, la juge l'a interrompu. Vous avez fait référence à un accord verbal antérieur dans votre dossier. Pourtant, les preuves montrent qu'un tel accord n'existait pas avant que l'entreprise ne prenne de la valeur. Les messages que vous avez envoyés sont venus après le succès. Les achats ont été effectués uniquement par Mademoiselle Dupont. Et maintenant, cet enregistrement montre que vous la pressez de signer sous la menace. Elle s'est tournée vers mon père. Monsieur Dupont, vous avez signé une déclaration sous serment attestant que vous avez été témoin de conversations sur le partage. Maintenez-vous cela? La voix de mon père était basse. Nous pensions que c'était entendu. Entendu, a dit la juge, ou supposé après coup? Elle a regardé ma mère. Madame Dupont? Ma mère n'a pas levé les yeux. Nous voulions ce qui était juste. La juge s'est penchée en arrière. La justice n'est pas déterminée par qui en bénéficie après que le travail est fait. Ce tribunal voit un schéma, une pression appliquée seulement lorsque l'actif est devenu précieux. Aucune preuve d'un accord antérieur, aucune contribution financière du demandeur et des tentatives claires de contraindre au transfert. Elle s'est adressée directement à Damien. Votre demande repose sur la description de votre sœur comme étant incapable. Pourtant, les dossiers montrent une gestion cohérente, une croissance et une responsabilité de sa part. Les preuves contredisent votre récit. La salle est restée immobile. Plus de murmures maintenant, juste le poids de ce qui avait été révélé. Maître Lambert est retourné à sa place. Il n'a pas souri. Il n'en avait pas besoin. Je suis resté assis sans bouger. La vérité avait parlé d'elle-même. Et elle avait été dévastatrice. La juge est revenue après une courte suspension d'audience. La salle d'audience était silencieuse, de ce genre de silence qui pèse sur la peau. Elle s'est assise, a croisé les mains et a regardé chacun d'entre nous à tour de rôle à travers la pièce. Quand son regard m'a atteinte, il s'est attardé un instant de plus. J'ai examiné toutes les preuves, a-t-elle commencé, la voix stable et délibérée. La demande du demandeur repose sur un accord verbal présumé de partage de la propriété du studio de yoga et du véhicule associé. Les déclarations sous serment et les témoignages à l'appui suggèrent une instabilité émotionnelle de la part de Mademoiselle Amélie Dupont comme base de l'intervention. Elle a fait une pause, laissant les mots s'installer. Cependant, la défense a présenté une documentation claire, des registres financiers montrant la seule responsabilité pour toutes les améliorations, les achats et les coûts opérationnels. Les communications du demandeur n'apparaissent qu'après que l'entreprise a acquis une valeur mesurable. Et, plus significativement, une conversation enregistrée dans laquelle le demandeur presse explicitement Mademoiselle Amélie Dupont de céder la propriété sous la menace d'un litige. Elle s'est tournée vers Damien. Ce n'est pas de l'inquiétude. C'est de l'opportunisme. Damien était assis, rigide. Son avocat a fait un petit mouvement, mais la juge a continué. Le tribunal ne trouve aucune preuve crédible d'un accord antérieur. Le testament manuscrit de M. Henri Dupont est sans ambiguïté, pleine propriété à Mademoiselle Amélie Dupont. Aucune contribution financière du demandeur n'a été démontrée. Aucun modèle de gestion partagée n'existe. La demande est rejetée dans son intégralité. Elle a regardé Damien et mes parents. De plus, toute tentative continue de harceler, de contraindre ou de contester la propriété de Mademoiselle Dupont pourrait entraîner des conséquences juridiques supplémentaires, y compris l'outrage au tribunal ou des sanctions civiles. Cette affaire est close. Le marteau a frappé une fois, sec et final.
La salle a expiré. Quelques personnes dans la galerie ont bougé. Mon père fixait droit devant lui. Les mains de ma mère tremblaient légèrement. Le visage de Damien était devenu pâle. Je me suis levé. Pour la première fois de la journée, j'ai parlé. « Votre honneur » ai-je dit, ma voix claire dans le silence, puis-je m'adresser à la cour? La juge Dubois a hoché la tête. « Vous le pouvez. » Je me suis légèrement tourné vers ma famille. Ils semblaient plus petits, en quelque sorte. J'ai passé toute ma vie à entendre qui j'étais, ai-je dit. Que je suis responsable mais pas capable. Que je suis travailleuse mais pas visionnaire. Que je devrais m'effacer parce que quelqu'un d'autre mérite plus. Personne n'a jamais demandé comment j'allais quand je travaillais à 2 emplois pour payer le studio. Personne n'est venu voir les nuits tardives, les réparations, les cours que j'enseignais quand j'étais épuisé. Personne n'a offert d'aide. Ils n'ont remarqué que lorsque ça a commencé à réussir. J'ai fait une pause. Les mots venaient facilement maintenant. Vous avez signé des déclarations disant que j'étais instable. Vous avez dit que j'avais besoin de protection. Mais la seule chose dont j'avais besoin était d'être laissé seul pour faire ce que j'ai toujours fait, prendre soin de moi parce que vous ne l'avez jamais fait. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ma mère a baissé les yeux sur ses genoux. Damien fixait le sol. Je ne suis pas en colère, ai-je continué. J'en ai juste fini. Je me suis rassise. La juge m'a fait un petit signe de tête. Rien de spectaculaire, juste une reconnaissance. Puis elle s'est levée. L'huissier audiencier a annoncé, la séance est levée. J'ai rassemblé mes affaires. Maître Lambert m'a touché légèrement le bras. Vous avez bien fait. Je l'ai remercié et je suis sorti sans regarder en arrière. Dehors, l'air était vif et pur. Je suis resté sur les marches un instant, laissant le bruit de la ville m'envahir. Pas de triomphe, juste un soulagement. Ce soir-là, je suis retourné au studio. Le dernier cours s'était terminé il y a des heures. J'ai verrouillé la porte derrière moi, j'ai éteint les lumières principales et n'ai laissé que la douce lueur au-dessus des miroirs. Je me suis assise sur le sol au centre de la pièce, les jambes croisées, les mains posées sur mes genoux. L'espace était silencieux, pas de musique, pas de voix, juste le faible bourdonnement du chauffage et le craquement occasionnel du vieux bâtiment qui se tassait. J'ai pensé aux années précédentes. Au silence que j'avais porté comme une armure. Aux nuits où j'avais travaillé seul. Au moment où j'ai réalisé que parler ne changeait jamais leur avis. Aujourd'hui, j'avais parlé non pas pour les convaincre, mais pour fermer la porte. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai sorti. Des messages de ma mère. Nous devons parler. Un message vocal de Damien. Ce n'est pas fini. Je n'en ai écouté aucun. J'ai ouvert mes contacts un par un. J'ai bloqué leurs numéros. Puis je les ai bloqués sur toutes les plateformes. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas expliqué. Les semaines ont passé. La nouvelle s'est répandue discrètement dans la communauté locale. Les gens qui connaissaient Damien de l'école ou des événements de quartier ont entendu parler du procès. Certains ont cessé d'aller à ses cours occasionnels. D'autres chuchotaient lors des sessions dans le parc. Personne ne l'a confronté directement, mais les réservations ont chuté. Les élèves ont choisi le studio qui semblait sûr, pas celui lié à un drame familial. Mes parents ont fait face à leurs propres conséquences silencieuses. Les voisins qui saluaient auparavant hochaient maintenant poliment la tête et continuaient leur chemin. Les amis de l'église posaient des questions prudentes, puis cessaient de demander. Ils n'étaient pas rejetés, juste mis à distance. Un changement subtil qui se produit lorsque les gens choisissent leur camp sans dire un mot. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas pris de leurs nouvelles. J'ai simplement vécu. Chaque soir, après le départ du dernier élève, je fermais le studio moi-même. J'éteignais les lumières, je verrouillais la porte et je m'asseyais quelques minutes dans la pièce sombre. Les miroirs ne reflétaient rien d'autre que l'immobilité. C'était suffisant. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que le silence n'était pas de la faiblesse. Ce n'était pas de l'endurance. C'était un choix, une décision délibérée de protéger ce que j'avais construit, de garder l'espace que j'avais gagné, de refuser quiconque pensait pouvoir le prendre parce qu'il croyait le mériter davantage.
J'avais porté le silence si longtemps qu'il semblait faire partie de moi. Maintenant, c'était à moi de l'utiliser, pas à eux de l'exiger. Et dans cette